Salut à tous les passionnés d'agriculture, vous êtes sur AgroLogique. Aujourd'hui, on s'attaque au grand défi de l'histoire de notre espèce. Comment nourrir 8 milliards d'êtres humains sans détruire la planète qui nous porte? Entre ceux qui ne jurent que par la technologie chimique et ceux qui veulent un retour total au naturel, qui a raison? On va décortiquer les 5 systèmes agricoles qui se partagent nos terres pour trouver la solution la plus logique. Mais juste avant, si tu veux tout savoir sur l'agriculture, abonne-toi et active la cloche. Ça aide énormément la chaîne à grandir pour qu'on continue d'envoyer du lourd. On commence par le modèle qui domine le monde depuis 50 ans, l'agriculture intensive. C'est le mode qui a permis l'explosion démographique du XXe siècle. L'objectif est simple, produire le maximum sur le moins de place possible. Techniquement, on utilise des semences à haut potentiel génétique et une gestion chirurgicale des intrants, notamment les engrais NPK, azote, phosphore, potassium. La perfusion vitale de ce système pour satisfaire les besoins de la plante, c'est le champion de la productivité de masse, capable de remplir les silos rapidement et de manière prévisible. Mais attention, le point critique, c'est l'oubli de la biologie. À force de labourer, on crée une semelle de labour, une couche compacte qui bloque l'eau et l'air. Ton sol devient une éponge morte. C'est comme essayer de courir un marathon en ne prenant que des vitamines en pilule. À un moment, ton métabolisme lâche. À l'opposé, on a le modèle de surface, l'agriculture extensive. Ici, on ne cherche pas le record au mètre carré, mais la rentabilité sur de vastes espaces. On utilise très peu d'engrais et de pesticides en laissant la nature faire le plus gros du travail, souvent pour de l'élevage pastoral ou des céréales rustiques. C'est un système très résilient et peu coûteux, mais il y a un dilemme alimentaire. Il est gourmand en terre. Pour nourrir 8 milliards d'humains uniquement comme ça, il nous faudrait probablement plusieurs planètes Terre. Entre les deux, beaucoup parlent de l'agriculture biologique. Pour moi, le bio, ce n'est pas juste ne rien mettre. C'est une stratégie de pointe basée sur l'équilibre naturel. On bannit la chimie de synthèse pour booster la fertilité via du compost et du fumier. On utilise la rotation des cultures pour affamer les parasites en changeant le menu du champ chaque année. L'avantage de ce système, c'est un sol vivant, riche en mycorhizes, ces champignons bénéfiques, une excellente conservation de la biodiversité et la santé des consommateurs. L'inconvénient, cela demande beaucoup de main-d'œuvre et les rendements peuvent être 20 à 30% plus faibles, ce qui pose la question de son application à l'échelle de 8 milliards de bouches. D'ailleurs, selon vous, peut-on vraiment nourrir le monde uniquement en bio? Dites-le moi en commentaire, je veux vos avis. Mais si on veut vraiment aller dans le deep dive technique, il faut regarder du côté de l'agriculture de conservation. C'est souvent le système oublié, pourtant c'est le plus complet car il soigne la fertilité globale, physique, chimie et biologie. Son premier secret, c'est le zéro labour. Pourquoi arrêter de labourer? Parce que le labour détruit la glomaline, cette colle biologique produite par les champignons qui structure les agrégats de ton sol. Sans labour, on préserve les galeries de vers de terre qui assurent un drainage parfait. Deuxième règle, la couverture permanente. Le sol ne doit jamais être nu. On utilise des couverts végétaux qui servent de climatiseur contre la chaleur et de protection contre l'érosion. On transforme ainsi le sol en une véritable éponge capable de stocker le carbone et de résister aux sécheresses tout en produisant massivement. Troisième règle, la diversification des espèces cultivées à travers les séquences de rotation et d'association des cultures, impliquant au moins 3 cultures différentes, favorise la conservation de la biodiversité du sol. L'agriculture de conservation réduit les coûts et le travail, tout en régénérant les sols et en stockant le carbone pour protéger l'environnement. Pour pousser la logique encore plus loin, on peut introduire l'agroforesterie. Pourquoi séparer l'arbre du champ? On les fait travailler ensemble. Techniquement, grâce à l'ascenseur hydraulique, les racines profondes des arbres vont chercher l'eau et les éléments nutritifs loin dans le sol pour les relâcher au profit des cultures. Les arbres protègent du vent, réduisent l'évapotranspiration et stockent du carbone. C'est une assurance vie pour nos cultures face au changement climatique, même si la logistique est un défi et qu'il faut être patient. Les vrais bénéfices arrivent après 5 à 10 ans. Pour compléter, il existe d'autres armes technologiques qui commencent à émerger, comme l'agriculture de précision, où drones et GPS permettent d'apporter la dose exacte au gramme près,
ou encore l'hydroponie verticale pour produire au cœur des villes et réduire les transports. Alors, au final, comment nourrir ces 8 milliards d'humains? La réponse n'est pas dans un seul camp. La vraie approche agrologique, c'est l'hybride. Prendre la productivité de l'intensif, la sagesse du bio et la résilience physique de la conservation. C'est en combinant la science et le respect de l'environnement que nous relèverons le défi. Si cette vidéo t'a éclairé, lâche un énorme pouce bleu. L'agriculture, c'est bien plus qu'un métier, c'est la science qui nous fait vivre. À bientôt!